Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre la première radio RFM. Merci d'être à l'écoute de votre émission Grand Oral qui reçoit ce samedi M. Ibrahima Fall, candidat à l'élection présidentielle de 2012 et leader de la coalition Taxawu Tem. Bonjour M. Ibrahima Fall. Bonjour Antoine. À la présentation de cette émission, Antoine Diouf en compagnie d'El Hadj Ibrahima Sall, candidat virtuel à la technique Aline Diassé. Pour ce 4e numéro de Grand Oral, nous avons en face de nous un ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de l'Enseignement supérieur, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, un professeur agrégé de droit. Monsieur Ibrahima Fall, votre portrait complet, nous le dresserons un peu plus tard. Alors, nous allons respecter le rituel. D'abord, l'actualité avant de parler de votre programme. 3 sur priorité que nous allons passer en revue tout à l'heure. D'abord, le Magal de Touba qui a pris fin il y a juste 48 heures, mais on retiendra que le Khalife général des Mourides n'a pas donné de ndigal pour la prochaine élection présidentielle, malgré l'opération de charme menée par certains candidats qui étaient à Touba. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Bien, je considère que le Magal s'est bien passé, mais malheureusement, il y a eu beaucoup trop de morts et je considère qu'il y a là, à la fois pour le Magal, pour le Gamou qui va arriver et de façon générale pour la circulation routière au Sénégal, un important problème. D'abord, d'éducation des conducteurs, ensuite de mise aux normes des véhicules qui circulent afin de s'assurer de leur fiabilité et enfin d'autorité et de sanctions de ceux qui ne respectent pas le code de la route. Très bien. Par rapport maintenant au ndigal que certains attendaient mais qui n'est pas tombé, votre commentaire? Je considère que la position des autorités religieuses est tout à fait conforme à ce que l'on attend d'elles. En Wolof, on dit que kilifay diine yi dañoo war a toog toogaayu yaayi seex, ce qui veut dire puisqu'elles ont ces autorités-là des disciples dans toutes les sensibilités politiques, il est essentiel et pour leur crédibilité morale et pour également le respect du libre choix des citoyens de ne pas donner de ndigal. Alors, comme le président Abdoulaye Wade, vous appartenez à cette confrérie mouride, mais l'actualité aura été marquée par sa déclaration, la déclaration du président Wade qui dit « Je suis mouride, je soutiens ma confrérie plus que les autres ». Il a mal parlé, il a bien parlé. Écoutez, les Sénégalais jugeront. Je suis Ibrahima Fall, je suis candidat à l'élection présidentielle. Je suis mouride comme lui. J'ai les meilleures relations avec la confrérie Tidjane puisque je suis de Tivaouane et que j'ai appris le Coran dans la famille de El Hadj Malick Sy. J'ai de bonnes relations avec la confrérie Layène et avec la confrérie Khadria. Toutefois, étant candidat à l'élection présidentielle, j'entends assumer ma responsabilité vis-à-vis non seulement de toutes les confréries musulmanes, mais vis-à-vis de tous les Sénégalais, qu'ils soient musulmans, chrétiens, non-croyants ou autres. Par conséquent, il ne devrait pas parler ainsi. Je ne veux pas juger. Je dis ce que moi, j'envisage de faire et ce que je suis en train de faire. Très bien.
Un autre point marquant de l'actualité de cette semaine, Malick Noël Seck a été gracié par le président de la République. Vous y voyez une volonté de détente de la situation actuelle un peu crispée? Je considère d'abord la décision de la Cour d'appel comme un réajustement par rapport à la condamnation en première instance. Je m'étais prononcé sur ce sujet au moment de son arrestation en disant que j'attendais que la justice se prononçât. Quand la justice s'est prononcée, j'ai dit que la sanction qui a frappé Malick Noël Seck était disproportionnée, à la fois parce que c'était un délinquant de premier degré et que dans ces conditions-là, généralement, c'est une sanction symbolique. Deuxièmement, parce que, à supposer que ce soit une infraction véritable, sanctionner cela par un emprisonnement aussi lourd me paraissait ressortir d'une volonté politique. Quand donc la Cour d'appel a réduit la peine, j'ai considéré que la justice a pu redresser les choses. Maintenant, s'agissant de la mesure de grâce, gracier quelqu'un pour un mois et demi, qu'est-ce que cela veut dire? Certains détenus politiques auraient même refusé d'accepter cette grâce parce que tout simplement c'est une opération de charme politique. Mais peut-être pour détendre la situation, non? Je pense que détendre la situation requiert 3 mesures. Lesquelles? 1. Que le président de la République, qui ne doit pas être candidat à l'élection présidentielle, ne se présente pas à l'élection présidentielle et ne fasse pas un forcing au risque de conduire le pays dans une crise. 2. C'est que les élections se déroulent de façon transparente et non avec un ministre de l'Intérieur dont on connaît la partialité et le rôle proéminent dans le parti qui est au pouvoir. 3. Que le Conseil constitutionnel soit composé de membres qui soient indépendants et non de membres qui soient nommés par le président de la République, et que le Conseil constitutionnel juge de la recevabilité des candidatures sur la base du droit et non sur la base d'une opération de charme, puisque nous avons appris que le président de la République, depuis 6 mois, a augmenté considérablement le salaire de certains des membres du Conseil constitutionnel. Cela peut apparaître comme de la corruption. Très bien. Merci Ibrahima Fall, candidat à l'élection présidentielle de 2012, leader de la coalition Taxawu Temb. Nous allons suivre tout de suite votre portrait. Juriste et homme politique sénégalais, plusieurs fois ministre sous le régime socialiste, du ministère de l'Éducation supérieure au ministère des Affaires étrangères, Ibrahima Fall est passé au représentant spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs et sous-secrétaire général aux affaires politiques en 2002. Après une carrière bien remplie au plan international, Ibrahima Fall, 69 ans, est revenu chez lui depuis 2007. En 2012, il décide de briguer la magistrature suprême. Ibrahima Fall, candidat déclaré au pédigree solide, docteur d'État en droit public, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, diplômé de l'Académie de droit international de la Haye, agrégé de droit public et sciences politiques des universités françaises. Comme fonction universitaire de 1969 à 2007, l'enfant de Tivaouane est successivement assistant de droit public à l'Université d'Amiens en France, chargé d'enseignement, maître de conférences agrégé, puis professeur agrégé titulaire à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Ibrahima Fall est également auteur. À son actif plusieurs publications. Il est co-rédacteur de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, co-auteur de l'hymne de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, devenue Union africaine. La liste n'est pas exhaustive. Le docteur honoris causa de l'Université de Picardie en France compte convaincre les électeurs sur la base d'un programme qui vise le redressement de la situation actuelle de crise que vit le Sénégal. Ibrahima Fall, candidat indépendant, a un peu la taille du président Senghor, la noirceur du geste, du temps et un peu la coiffure. Son calme et son attachement à l'État ont quelque chose d'Abdou Diouf. Ibrahima Fall, vous avez suivi votre portrait. Une petite réaction? Je crois que je suis quand même plus grand que le président Senghor, physiquement, pas intellectuellement. Très bien. Alors, je disais tout à l'heure que vous êtes candidat. Il y a plus d'une année, on spéculait autour de votre candidature, mais il y a plus de 6 mois, vous l'avez déclaré. Est-ce que vous aurez le temps nécessaire d'aller vers les Sénégalais, vers le Sénégal, des profondeurs, aller convaincre ces citoyens sénégalais, puisque le temps paraît quand même court? Vous savez, je me suis employé depuis lors à, d'une part, articuler un programme, parce que je considère que c'est bien beau, Ibrahima Fall, d'être subjectif, de dire sa personnalité, ceci ou cela, mais il faut que Ibrahima Fall vienne avec un programme. 1. 2, je me suis efforcé de vendre et le candidat et son programme aux populations sénégalaises, aussi bien des villes que des campagnes. Et même si je le fais dans la discrétion, notamment en direction des populations de la campagne, cela ne veut pas dire que ce travail n'est pas fait. Maintenant, chacun a son style. Il y a des candidats qui, même lorsqu'ils rencontrent un paysan au fin fond du Cayor, le lendemain, tout le monde est au courant. Et Ibrahima Fall peut rencontrer dans la journée, dans la semaine, plusieurs villageois de plusieurs régions et ne pas en parler. On verra le 26 février. Vous n'êtes pas à la tête d'un parti politique et toutes les expériences connues, en tout cas jusque-là, ont démontré l'utilité de s'adosser à un appareil politique. Le caractère, quand même, est déterminant, le caractère d'un appareil politique pour accéder au pouvoir. Est-ce que cela ne va pas constituer quelque part un handicap pour vous? Je vous remercie. Vous avez eu l'amabilité au cours du portrait de mettre l'accent sur certaines similitudes que j'aurai avec le président Senghor, y compris sur le plan intellectuel. Je voudrais vous rappeler que c'est Senghor qui souvent disait « comparaison n'est pas raison ». Et je considère que s'il y a eu des candidats indépendants qui n'ont pas pu dépasser 1%, ce n'est pas une fatalité. À un autre moment de notre histoire constitutionnelle et avec d'autres candidats. Je prétends que je fais partie de cette exception. De ceux qui vont dépasser les caps d'1%. Non, de ceux qui non seulement vont dépasser ce cap, mais qui seront, Inch'Allah, élus. Alors, vous êtes très présent sur le net, donc très présent sur le champ virtuel. Pourquoi cette forte option? Peut-être même au détriment du terrain réel. Votre question a 2 aspects. Le deuxième aspect, oui, le détriment, je ne suis pas d'accord. Oui. Je viens de vous dire précisément que je suis présent sur le terrain. Je ne fais pas autant de bruit, peut-être, excusez-moi le terme, que d'autres candidats, mais je suis présent sur le terrain et dans l'ensemble du territoire sénégalais. Nous avons des comités de soutien Tahaoutem dans tous les départements de ce pays. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième aspect de votre question, la présence sur le net, je pense simplement que cela répond à 3 préoccupations. Une préoccupation de communication moderne. 2, cela démontre le soutien d'une bonne partie de l'intelligentsia, c'est-à-dire des cadres, des étudiants, des élèves,
ceux qui ont accès à l'Internet et qui constituent, même s'ils sont minoritaires au plan quantitatif, qui sont une frange importante de l'intelligentsia sénégalaise. Troisièmement, il faut remarquer que ce sont surtout des jeunes qui utilisent l'Internet et les réseaux sociaux. Peut-être que c'est une réponse à ceux qui disaient qu'Ibrahima Fall n'était pas connu des jeunes, puisque en l'espace de quelques mois, il est aujourd'hui et depuis plusieurs mois au-devant de ceux qui étaient là depuis des années. Je pense que c'est une réponse des jeunes à la candidature d'Ibrahima Fall. Je rappelle aux auditeurs que vous suivez Grand Oral qui reçoit Ibrahima Fall, candidat à l'élection présidentielle de 2012, leader de la coalition Taxawu Tembe. Alors, voici vos surpriorités pour le Sénégal, même si vous avez 111 mesures ou propositions majeures pour le pays. On discutera de ces trois essentiels points ou trois points essentiels. L'agriculture, le social, je comprends les femmes, les jeunes, le pouvoir d'achat et le pouvoir d'achat des populations, oui. Et puis la Casamance qui revient d'ailleurs dans les différentes émissions que nous avons eu à animer jusque-là dans le cadre du Grand Oral. Nous allons commencer par l'agriculture. Dans votre site, vous dites que votre approche programmatique du développement agricole, c'est de privilégier les cultures vivrières et la transformation des produits agricoles. Expliquez comment cela pourra se faire. Il y a d'abord qu'il faut relancer l'agriculture. Elle est aujourd'hui sinistrée par une politique d'improvisation, par une politique d'amateurisme, par une politique informelle qui nous conduit chaque année à des campagnes de commercialisation qui sont scandaleuses parce que les paysans ne sont pas payés à temps, parce qu'il y a des intermédiaires entre les paysans et les industriels qui s'enrichissent, et parce que, de toute façon, les prix qui sont payés ne sont pas des prix rémunérateurs. Là, vous avez fait le diagnostic. Il y a également la question de campagne hivernale. Ici également, retard dans la mise à disposition des semences de mauvaise qualité, pas d'intrants agricoles à temps. Cette année, les engrais sont venus tellement tard que, cumulés à une pluviométrie relativement déficiente, nous avons une baisse de la production et surtout une très mauvaise qualité de l'arachide. Vous connaissez les problèmes du secteur agricole, mais qu'est-ce que vous proposez? Ce que nous proposons précisément, c'est 3 schémas. Le premier schéma qui est de reconstituer le capital semencier du Sénégal. On ne peut pas faire de l'agriculture de qualité sans semences de qualité. 2, il faut une nouvelle politique agricole fondée sur la production de cultures vivrières pour nous permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en riz, en sorgho, en mil et dans toutes les autres spéculations. Et cela est possible. Troisièmement, il nous faut assainir les circuits de production et de commercialisation de façon à débarrasser ces circuits de ce que j'appelle les njérères, c'est-à-dire ces personnes qui viennent s'incruster dans les circuits et qui, comme les sauterelles, ne sont là que pour manger, pour sucer le sang des paysans.
Voilà les 3 mesures phares que nous proposons en ce qui concerne l'agriculture. Il y en a d'autres, mais puisque l'émission ne s'y prête pas, je m'arrête à ces 3 mesures. Par rapport aux cultures de rente, vous parlez de réformer des filières comme l'arachide et moraliser les circuits de commercialisation. Mais en quoi faisons concrètement? Parce que c'est un secteur vraiment à problème. Eh bien, c'est ce que je viens de dire. D'abord, il faut débarrasser l'arachide de cette malédiction. Ce serait même grave de parler de malédiction parce que c'est comme si c'est Dieu qui le faisait alors que ce sont les hommes qui sont responsables. Débarrasser l'arachide de cette volonté malfaisante du régime actuel de tuer l'arachide en tant que production, alors que 70%, voire plus de notre population vit de l'agriculture, alors que l'arachide est une source de richesse, à la fois pour le paysan, pour les membres de sa famille, pour ceux qui utilisent les coques, pour ceux qui utilisent l'huile, pour ceux qui... Tout ce qu'il y a dans l'arachide est producteur de richesse. On sait que la production arachidière a sans doute baissé. Ça signifie que vous allez la relancer, l'accroître. Oui, je vous ai parlé de semences de qualité. C'est pour avoir une production de qualité. Je vous ai parlé d'engrais. Il faut donner les engrais à temps. Il faut donner de façon générale les intrants agricoles à temps. Il faut encadrer le paysan. Mais il faut surtout tout faire en partenariat avec les véritables représentants des paysans et pas avec des paysans syndicalisés. Concertation avec les vrais paysans. Avec les vrais paysans et pas les syndicats, les paysans syndicalisés par le pouvoir pour en faire des partis politiques. Mais quand certains tenants du pouvoir disent que l'arachide n'est pas un produit très vendable actuellement sur le marché international, vous répondez quoi? Qu'est-ce que vous comptez faire sur ce plan? Je compte faire 3 choses. Lesquelles? 1. C'est faux d'abord de dire que l'arachide n'est pas vendable sur le plan international. C'est la meilleure huile possible dans l'état actuel de la consommation au plan de la santé. 2. Nous vendons notre arachide à l'extérieur. Malheureusement... Mais à un faible prix quand même. Non, à un bon prix. À un bon prix, mais qui en profite, c'est l'industriel. Ce ne sont pas les paysans, mais les paysans ont compris. Hein? L'année dernière, quand on leur a dit qu'on ne pouvait pas acheter toute la production d'arachide, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont arrangés pour triturer eux-mêmes artisanalement l'arachide et pour vendre l'huile, pour vendre la coque, pour vendre la paille et pour vendre les ingrédients alimentaires pour les bêtes. Ce que voyant, les industriels ont dit, ah non, 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 il y a des produits cancérigènes dans l'huile artisanale. L'Institut de technologie alimentaire a apporté un démenti en montrant comment, d'abord, la présence était infinitésimale, c'est-à-dire très petite pour ce qui est des produits cancérigènes, et deuxièmement, en montrant qu'en l'exposant au soleil, l'huile devenait complètement consommable. Ah, ce que voyant, l'industriel maintenant dit, ah non, 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 vous pouvez maintenant venir me vendre votre huile artisanale. Alors que c'est cet industriel qui disait qu'il n'était pas capable d'acheter. Donc, il y a eu une réaction, à mon avis, très sanitaire, très saine, qui montre qu'on est capable, non seulement de valoriser davantage les produits de l'arachide, mais aussi d'en faire une consommation locale. Au lieu que on produise de l'huile d'arachide pour vendre cela à l'extérieur et qu'on importe l'huile qu'on consomme, dont on dit que c'est une huile végétale, mais dont on ne donne jamais la composition, si bien que
c'est au détriment de la santé des Sénégalais. Vous avez annoncé un certain nombre de mesures que vous comptez appliquer si vous êtes élu à la tête du Sénégal. Est-ce que ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'une politique générale pour le monde rural que vous allez définir? Et si tel est le cas, quelle sera cette politique pour le monde rural? Cette politique pour le monde rural fait partie du programme Taxaw Tem que nous avons publié et dont nous avons extrait 111 propositions d'action. Si vous regardez parmi ces 111 propositions d'action, ce qui revient au monde rural, vous constaterez que nous avons un programme véritablement du monde rural dont j'ai décliné certains aspects. 1. Il faut réorganiser l'agriculture à travers une nouvelle politique agricole. 2. Il faut produire pour manger. Il faut viser l'autosuffisance et la sécurité alimentaire du Sénégalais. Et puisque nous avons une dépendance vis-à-vis du riz, nous avons proposé que de façon systématique, la production, la culture du riz soit davantage encouragée sur l'ensemble du territoire sénégalais. Et c'est là d'ailleurs que, en plus d'une augmentation considérable des surfaces à emblaver au niveau du fleuve, nous disons il faut également favoriser la culture du riz dans la vallée de l'Anambé. 2, il faut également, avec la paix qui revient en Casamance, redonner à la Casamance son rôle de grenier du Sénégal, notamment en ce qui concerne le riz. Le Mali, qui est un pays à côté, a par une politique méthodique réussi en quelques années à faire son autosuffisance alimentaire. Et nous devons pouvoir le faire. Et j'ai moi la ferme conviction et une volonté aussi ferme de promouvoir cette autosuffisance et cette sécurité alimentaire du Sénégal. Et c'est possible. Très bien, c'est possible. Voilà, donc c'était le premier point de vos sur-priorités. Les deux autres, nous allons les aborder dans un instant. Nous allons suivre ces micro-trottoirs. Certains citoyens vous interpellent. Suivez plutôt. Bonjour monsieur, vous êtes électeur, Ibrahima Fall est candidat, s'il est élu, quelles sont vos préoccupations? Qu'est-ce que vous attendez de lui? Mais ce que j'attends de lui, c'est de lui poser la question, qu'est-ce qu'il ferait de la Casamance? Parce que c'est la paix que nous voulons au Sénégal, et il faut qu'il nous dise qu'est-ce qu'il pense de la Casamance, et qu'est-ce qu'il pense aussi de l'éducation des enfants dans ce pays. Pour le moment, je m'arrête là. L'agriculture, surtout, ça m'intéresse parce que je suis un ex-agent de l'agriculture. L'agriculture est mal partie. Qu'est-ce qu'il fera pour l'agriculture de ce pays? La jeunesse, toujours, je pense à la jeunesse. La jeunesse est en ce qui concerne les employés et les employeurs, parce que pour les retraités à 65 ans, 60 ans, c'est tôt pour qu'on puisse recruter les jeunes pour qu'ils travaillent. En tant qu'universitaire et en tant qu'aussi ancien diplomate, pensez-vous qu'il peut régler aussi le problème de l'éducation? Il peut le faire, à condition qu'il travaille en groupe. Il connaît bien l'éducation nationale. Il connaît très bien l'éducation nationale. S'il travaille en groupe, ça sera bien fait. Ibrahima Fall, yàlla dafa def ñu dañoo dend parce que Tivaouane dëkk ma dëkk Kees di ko yéene jàmm ci lépp xaj ndax Sénégal boo yéenee jàmm yow sa wàll bopp da ngay am jàmm ba pare ndax yaa ngi ci biir Sénégal kon da ngay yéene sa jàmm Sénégal bi su ko yàlla defee jàmm ba mu nekk président li nga koy digal mooy chantier yi na ko àggale na xool mbay mi ni mu baaxee mu doxale ko noonu seet agriculture bi ni mu baaxee mu doxale ko noonu seet wàññi courant bi coupure yi mu wàññi ko wàññi coupure yi ni ñu Ablaye Wade defal nag mooy jigéen ñi ni mu leen def nga xam ne tey jii dañuy def ñu suñu mbay mi suñu nawet dikkee amatuñu problème mu continuer affaire boobu man daal liggéey bi daal na ko continuer ñaanal ko jàmm yal na ko yàlla defal jàmm ci kàttanu yàlla. Ibrahima Fall, on entend beaucoup de vous, des citoyens sénégalais qui vous ont interpellé et qui fondent beaucoup d'espoir, sans doute, sur votre candidature. Je suis très touché par, j'allais dire, la confiance
que ces Sénégalaises et ces Sénégalais placent à ma humble personne, je puis les assurer de ma volonté de ne pas les décevoir. Je crois que j'ai répondu à certaines questions qui ont trait à l'agriculture. D'autres questions ont trait au social et vous m'avez dit que ce serait... C'est le deuxième point que nous allons tout de suite aborder. Il y a également la Casamance. Vous apporterez des réponses par rapport à cette question. Le social, vous dites les femmes, les jeunes et le pouvoir d'achat. C'est un autre casse-tête, il faut quand même l'avouer, Ibrahima Fall. Beaucoup de candidats ont eu à faire de grandes promesses à ce niveau et qu'au bout du compte, on s'aperçoit que c'était que des promesses électorales. Vous, qu'est-ce que vous comptez faire au plan social? Écoutez, le plan social est un plan assez composé. Prenons d'abord les femmes. Voilà. En ce qui concerne les femmes, je crois qu'il y a 3 préoccupations essentielles. 1, la santé des femmes. 2, le pouvoir d'achat des femmes. 3, la vie en famille. Pour ce qui concerne la santé des femmes, cela rejoint le problème plus général de la santé. Le programme Taxawu Thème est articulé autour de plusieurs points, dont les 3 points suivants. 1, il faut que les soins de santé primaire soient effectivement, c'est-à-dire dans les faits, assurés gratuitement. 2, il est essentiel que pour les personnes de 3e âge, toutes les maladies liées à ce 3e âge soient traitées gratuitement par les hôpitaux. J'ai applaudi lorsque le président Wade a décidé d'avoir un plan Sésame. Mais j'ai été déçu parce que les mesures d'accompagnement n'ont pas suivi. L'idée était bonne. Et j'ai l'intention personnellement de lui emprunter son idée et de la concrétiser. L'améliorer peut-être parce que... Non, de la concrétiser, elle n'a pas été concrétisée parce que les fonds qui devaient être mis à la disposition des hôpitaux pour permettre de prendre en charge les personnes de 3e âge n'ont pas été. Les hôpitaux se sont endettés et se sont trouvés dans une situation d'insolvabilité. Au point que certains fournisseurs ont refusé ensuite de leur fournir des médicaments. 3e élément, je considère qu'il y a des problèmes de santé qui sont particuliers aux femmes, liés à la grossesse, liés à la santé de reproduction, liés à la protection maternelle, liés à la protection infantile. Et ce sont là aussi des problèmes sur lesquels nous proposons des solutions concrètes de protection des femmes, notamment en ce qui concerne les soins gratuits. Voilà pour le premier point concernant les femmes, la santé. Oui. Alors, le deuxième point concernant les femmes, c'est leur autonomie financière. Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Ici, le régime est en train de leur faire des chantages, du chantage. Pourquoi? Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire sénégalais, on ramasse les cartes d'électrices et les cartes d'identité des femmes au motif qu'on va leur donner des crédits, des microcrédits. La dernière opération, c'est même pire. On a ramassé les cartes d'électrices plutôt, et d'identité au motif ma carte, ma caution. Tout cela, c'est du tripatouillage. Sur le plan économique et financier, le microcrédit qui est en exécution ici n'est pas du microcrédit, c'est du microcrédit pour macro-pauvreté. Parce que les intérêts sont tellement élevés que les femmes ne s'en sortent pas. Le programme Taxawu Thème propose clairement qu'on retourne à la philosophie du professeur Younous du Bangladesh, qui a mis en œuvre
la philosophie du microcrédit qui lui a valu d'ailleurs le prix Nobel de la paix, et qu'on retourne également aux pratiques valorisantes de certaines banques islamiques qui interdisent le crédit, qui interdisent l'intérêt, et nous disons qu'en combinant ces deux facteurs-là, nous allons pouvoir véritablement aider les femmes à s'autonomiser. Le dernier point concernant les femmes, c'est le problème de la vie en ménage, c'est-à-dire le produit des denrées de première nécessité. Ces prix sont plombés par des surtaxes et des taxes gouvernementales. Ils sont plombés par le fait qu'il n'y a pas une discipline au niveau de certains commerçants qui augmentent délibérément les prix devant la passivité des autorités. Ces prix sont également déraisonnables par rapport au panier de la ménagère. Là, vous posez le problème de la cherté des denrées. Les denrées de première nécessité. Un problème que tout le monde a eu à... Nous disons qu'il faut, premièrement, diminuer les taxes des autorités gouvernementales sur les produits pour abaisser les prix. 2, il faut imposer ces prix diminués aux commerçants et veiller à ce qu'aucun d'eux ne déroge à cela. 3, il faut que les populations s'organisent quartier par quartier pour aider à vérifier que les commerçants respectent les prix. 4, il faut que l'État ait un véritable service de contrôle économique. Il faut retourner à l'ancienne direction du contrôle économique où l'État, sur l'ensemble du territoire, avait la possibilité véritablement de veiller à ce que les prix soient respectés. Très bien, c'est clair pour les femmes. Les jeunes vous écoutent également. Vous leur dites quoi par rapport à leurs préoccupations, leurs attentes, notamment l'emploi? Je leur dis 3 choses. 1, il faut que les jeunes sachent qu'ils sont à un âge où ils doivent s'atteler à préparer leur avenir. Par l'étude, par les études, par l'éducation. Il n'y a pas d'avenir pour quelqu'un qui ne veut pas se bâtir un avenir. Voilà pourquoi le programme Taxawu Tem envisage des états généraux de l'éducation et de la formation pour remettre notre système éducatif sur pied. Deuxièmement, je leur dis que il faut savoir garder les valeurs qui font partie de notre patrimoine culturel, religieux et éthique. Il faut qu'on retourne à l'honnêteté. Ça s'adresse aussi aux adultes. Ça, c'est un chantier difficile. Ça s'adresse à tout le monde. Mais ça s'adresse d'abord aux jeunes. Il faut qu'on les éduque. Il faut qu'on leur inculque les valeurs d'éducation et de formation. Troisièmement, enfin, je leur dis, s'agissant des problèmes liés à leur insertion professionnelle, le programme Taxawu Tem envisage 3 choses. 1, la revalorisation de l'enseignement technique et professionnel. Tout le monde ne peut pas faire de l'enseignement général pour sortir avec des diplômes qui ne vous permettent pas une insertion. Il faut qu'il y ait des techniciens, des artisans, des techniciens, des cadres techniciens. Et ça, c'est la valorisation de l'enseignement technique. 2, il faut qu'on revoie la question de l'adéquation de la formation à l'emploi, de façon à nous assurer que véritablement les programmes de formation dans les écoles correspondent aux besoins de notre économie. Et à cet égard, d'ailleurs, j'applaudis la création d'universités privées qui apparemment mettent sur le marché des produits qui sont mieux appréciés, et c'est dommage,
que les produits de l'université traditionnelle. Mais des universités avec beaucoup de problèmes. Oui, ces universités privées ont beaucoup de problèmes parce que l'État démissionne. Il faut mettre ces universités aux normes du CAMES, et il y en a de très bonnes. Mais il y en a à côté d'autres qui sont véritablement des moyens d'enrichissement. Mais ça, c'est la deuxième mesure, la formation, l'adéquation de la formation à l'emploi. Troisièmement, il faut qu'on offre aux jeunes des emplois. Il y a des niches. Lesquelles? Eh bien, figurez-vous qu'il y a un organe qui s'appelle le Sénat, qui est composé de 100 personnes. Chaque sénateur a au moins 1 500 000 francs. Au moins. Sans parler des autres avantages. Il y a des agences, des dizaines d'agences, qui sont budgétivores. Leurs responsables ont parfois jusqu'à 6 millions de francs par mois. Il y a une pléthore de ministres et de ministres conseillers. Il y a une pléthore de députés. Nous proposons de réduire les députés de 150 à 100, c'est-à-dire du tiers. Et pour les autres, suppression ou réduction? Nous proposons de faire des ministères, des gouvernements réduits de moitié, 19 ou 20 ministres maximum. Nous supprimons le Sénat. Nous supprimons la vice-présidence. Nous supprimons la plupart des agences. Il y a là un ensemble de niches. Et vous récupérez tout cela? Je récupère tout cela. J'ajoute qu'il faut qu'il y ait de la transparence. Nous avons de l'or. Où passent les revenus d'exploitation de l'or? Nulle part on ne les voit dans les budgets. Il y a le pétrole au sud de la Casamance. Un pétrole lourd, mais aujourd'hui qui est valorisant. Il y a également le phosphate. Non seulement à Taïba, mais à Matam et dans la région nord. Il y a toutes ces richesses-là dont on ne voit pas la gestion transparente et équitable, qui peuvent être utilisées à la fois pour subventionner les prix des denrées de première nécessité, pour l'emploi des jeunes, et j'ajoute d'ailleurs, s'agissant de l'emploi des jeunes, vous savez, nous allons vers une crise grave, parce que le personnel de la fonction publique sénégalaise vieillit. D'après le calcul qui a été fait par un ministre devant l'Assemblée, entre 2012 et 2015, c'est des milliers de Sénégalais qui vont aller à la retraite et dont le remplacement ne se fait pas. Les concours d'entrée à l'ENAM et dans les autres écoles de formation ont été pendant longtemps fermés. Il y a des infirmières et des infirmiers qui ont été formés qu'on n'utilise pas dans les hôpitaux. On préfère recruter du personnel politique subalterne qui n'a aucune compétence. Voilà ce que nous voulons faire. Rétablir l'espoir au niveau des jeunes grâce à la création d'emplois, grâce à la formation à la citoyenneté. Très bien. Et tout cela vous permettra d'avoir de l'emploi pour les jeunes. Le troisième point que nous allons aborder, c'est la Casamance. Alors, quel est votre programme pour la Casamance? Est-ce que ce sera le règlement de la crise d'abord, puis des investissements conséquents, ou bien vous direz comme certains qui pensent qu'il faut investir parce que dans leur tête, le problème de la Casamance est économique, et quand vous réglez le volet investissement, vous réglez la crise? Je voudrais juste dire un mot avant de passer. Je voudrais dire un dernier mot sur les jeunes. Oui. J'apprécie véritablement le travail qui est fait depuis quelque temps pour la conscientisation des jeunes, pour leur éducation dans leurs droits, dans leurs responsabilités. Eh bien, ces élections de 2012, les résultats vont dépendre d'eux. Très bien. Ils constituent la frange la plus importante de l'électorat. Mais, encore une fois,
le 23 juin, ils ont montré leur engagement patriotique pour un Sénégal démocratique. J'espère que cette réaction va se poursuivre pour s'opposer à toutes les tentatives actuelles et futures de détournement de nos élections. La Casamance. La Casamance, vous savez, depuis le 9 juin 2011, nous nous sommes prononcés et nous avons été les premiers à nous prononcer sur cette crise. Nous avons proposé 5 mesures. 1. Il faut sortir de cette situation de M. Casamance et il faut qu'on confie la gestion de la crise de la Casamance en impliquant toutes les sensibilités, tous les acteurs, c'est-à-dire le MFDC, toutes tendances confondues, c'est-à-dire les représentants des populations de Casamance, c'est-à-dire le gouvernement, c'est-à-dire les partis d'opposition et la société civile. C'est de cette manière-là qu'on peut avoir une gestion nationale de la crise en Casamance. Deuxième orientation, nous avons dit il faut sortir de cette gestion solitaire et isolée que le gouvernement a pratiquée sous couvert de souveraineté. La Casamance, c'est entre la Guinée-Bissau et la Gambie. Les populations sont les mêmes en Casamance, en Guinée-Bissau et en Gambie. Il est essentiel d'impliquer les gouvernements gambiens et bissau-guinéens dans le processus de paix. Troisième axe, nous avons dit il est essentiel que le problème de la Casamance soit envisagé sous l'angle de l'aménagement territorial. La Casamance est isolée. Il faut redéfinir la carte du Sénégal sur le plan de l'aménagement territorial. On a créé des régions artificielles qui ne reposent sur rien du tout que de la démagogie. Vous allez corriger ça? Nous l'avons proposé dans notre programme. Nous allons le corriger et la Casamance sera davantage intégrée dans le reste du Sénégal. Non seulement sur le plan de l'aménagement du territoire, mais également sur le plan des communications. La route de contournement est essentielle. Il faut également envisager des mesures pour la desserte maritime, de meilleures mesures, et enfin la desserte à travers la Gambie. Il faut envisager aussi davantage de desserte aérienne. Si vous combinez ces 4 mesures de desserte, vous allez littéralement désenclaver la Casamance. Quatrième mesure, une fois la paix est revenue, il faut des grands travaux pour stabiliser la Casamance, pour lui donner les moyens de sa relance économique. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut une sorte de plan Marshall pour la Casamance, pour le développement de la Casamance. Cinquièmement, enfin, nous avons proposé que dans ce contexte-là, il y ait véritablement une conscience que la crise en Casamance n'est pas une crise de la Casamance, c'est une crise qui interpelle tout le pays. Et dans ce contexte-là, moi, je m'en ouvrirai à tous ceux qui, même s'ils ont voté contre moi, même s'ils ont été des candidats, je veux dire, opposés à ma personne, peu importe, tous les patriotes devront apporter leur contribution à la solution de la Casamance, du problème en Casamance.
Voilà, très schématiquement, oui. Au risque même peut-être d'avoir laissé quelques aspects de mon plan. Et c'est bien clair sur ce point, la Casamance, et je dois dire, solution nationale pour la que crise c'est depuis juin, oui. C'est depuis juin que j'ai proposé cela. Cela nous a valu d'ailleurs le soutien d'un groupement aussi prestigieux que les Touré Kunda, qui ont apporté leur soutien au candidat Ibrahima Fall pour sa prise de position courageuse. Je dois dire d'ailleurs, à cet égard, que le régime continue aujourd'hui de montrer les limites de sa gestion de la Casamance. La situation dans laquelle notre armée nationale se trouve aujourd'hui, humiliée par des soldats pris par des forces supposées appartenir au MFDC, oui. C'est extrêmement grave. Donc nous avons obtenu le soutien des Touré Kunda, nous avons obtenu le soutien des Casamancés. Je me suis rendu sur place et je dois dire que le projet Tahaotem pour la Casamance est bien accepté. Je me réjouis d'ailleurs que beaucoup d'autres candidats s'inspirent de cette position du candidat Ibrahima Fall et aujourd'hui se prononcent exactement dans le même sens. Voilà, merci M. Ibrahima Fall, candidat à l'élection présidentielle de 2012, leader de la coalition Tahaotem. Nous sommes donc au terme de 60 minutes d'exposition sur vos 3 sur-priorités. Alors, nous allons donner la parole à El Hadj Ibrahima Sall. Bonjour. Bonjour Antoine. Vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt ce qu'a dit le candidat Ibrahima Fall sur l'agriculture, sur le social et sur la Casamance. D'abord sur l'agriculture. Antoine, moi je voudrais donner mon opinion de façon générale sur la démarche et sur les propositions. Je voudrais d'abord saluer la crédibilité et le sérieux de la candidature du ministre Fall. Pour la simple raison que je pense, si mes souvenirs sont bons, ces 111 propositions ont été prêtes depuis le 8 décembre. Et donc, mais cela témoigne bien entendu d'une volonté de diriger le Sénégal dans une direction très claire et très ferme. Alors, sur le personnage, j'ai eu l'occasion et la chance de travailler avec lui dans plusieurs contextes. Et c'est pourquoi je voudrais tout simplement préciser un certain nombre de choses. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes au courant des sondages plus ou moins informels qui concernent votre candidature? Est-ce que vous avez eu vent de ça? J'ai été informé que dans un premier temps, on a dit qu'il ne peut pas aller au-delà de 1%. Dans un deuxième temps, on a dit le sondage lui donne 10%, puis 15%, et enfin on a dit qu'il y a un mois et demi, un sondage fait par le pouvoir me donnait 20%. J'ai dit que c'est très bien, si le sondage du pouvoir me donne 20%, c'est que certainement j'ai peut-être 2 fois plus. Et effectivement, donc je pense que nous avons eu à peu près les mêmes sources. Alors, mais cela m'amène à vous poser des questions très directes. D'abord sur la République. Monsieur le ministre, si vous êtes élu président de la République, nous avons longuement discuté des questions d'équidistance de la République. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il faudra de façon ferme et sans ambiguïté, d'une part, confirmer la liberté d'existence des confréries religieuses et philosophiques, et je pense aux francs-maçons, à tout ça, tout en étant ferme sur le fait que ces confréries, ces sectes philosophiques ne doivent pas prendre en otage la République. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce point? Ibrahima Fall. Je considère que nous sommes dans une république laïque. Et la laïcité au Sénégal signifie très clairement non pas une laïcité anti-religieuse, comme cela a été le cas historiquement en France, mais une laïcité qui traite les religions sur un plan égalitaire, à équidistance, mais sans animosité particulière. Et c'est bien cela que nous envisageons de reconduire si nous sommes élus.
Mais nous sommes tout à fait d'accord. Alors sur ce point-là, sur un autre plan aussi, sur la Casamance, j'ai été impliqué par mes diverses fonctions dans le dossier Casamance. Et d'abord, du temps où j'étais dans le gouvernement, c'était le temps de l'opération Kabou, mais qui concernait la Guinée-Bissau, mais qui implicitement avait un objectif stratégique qui était de réduire les bases opérationnelles du MFDC. Ça a été aussi mes contacts avec le MFDC quand j'ai travaillé avec vous au sein des Nations Unies. Et puis, enfin, ça a été avec l'Union européenne quand j'ai été chargé de disons, de réformer les forces armées et de sécurité mais de Guinée-Bissau. Alors, sur ce point-là, moi, je voudrais bien que, de par votre expérience, que vous nous dites qu'est-ce que vous pensez de la diplomatie des voisinages immédiats qui a été conduite depuis 2002 dans notre pays. Quel bilan vous en faites et puis quelles conséquences vous en tirez pour la Casamance? Vous avez répondu presque à 50% sur le deuxième aspect de la question. Mais quel bilan faites-vous de la politique de voisinage qui a été faite depuis 2000, notamment à l'égard de la Mauritanie, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, et qu'est-ce que vous comptez changer dans votre démarche si vous êtes élu président de la République? 3 choses. D'abord, éviter une diplomatie isolée, personnalisée, où le Sénégal se distingue sur le plan international par son isolement par rapport aux autres pays. Une bonne diplomatie se fait avec d'autres pays et d'abord avec les voisins. 2. Il est essentiel de traiter les voisins sur un pied d'égalité. Je me souviens d'une expression où on parlait d'un pays mineur, d'une armée mineure. C'est inadmissible. Le partenariat doit être fait sur une base égalitaire, aussi bien avec nos voisins d'ailleurs qu'avec les autres, y compris les grands pays. 3. Notre diplomatie sera une diplomatie du développement, mais une diplomatie du développement qui sera articulée autour de 4 points fondamentaux. 1. La protection des Sénégalais émigrés et la promotion de leur développement là où ils sont et de leur réinsertion quand ils rentrent. Donc, que l'on donne une plus grande importance à la sauvegarde des droits des Sénégalais de l'extérieur. 2. Que l'on donne à la diaspora une place plus importante dans le développement du Sénégal. Quand une diaspora produit près de 700 milliards de francs CFA qu'elle injecte dans notre économie nationale, elle a le droit d'être représentée convenablement dans les institutions représentatives comme l'Assemblée nationale, mais aussi dans le gouvernement. Appuyer ensuite les actions de la diaspora sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif, sur le plan social en général. Ce sont des gens qui investissent énormément pour aider leur communauté d'origine. Donc voilà pour la diaspora, sans compter le fait qu'il y a énormément de ressources humaines bien qualifiées, formées à l'extérieur, qu'il faut encourager à rentrer au pays dans des conditions transparentes et pas comme en 2000 ou 2001 où on a sonné l'alerte pour demander aux Sénégalais de rentrer et plusieurs sont rentrés et se sont retrouvés désœuvrés complètement. C'est irresponsable. Voilà en ce qui concerne la diaspora. Deuxièmement, notre diplomatie sera une diplomatie qui traitera les questions de migration sur un plan égalitaire. Il n'est pas normal que nous puissions être autorisés à venir au Sénégal sans visa, parfois même sans passeport, avec une simple carte d'identité. La réciprocité, c'est ce que vous allez appliquer. Le principe de la réciprocité. Troisièmement, notre diplomatie sera une diplomatie de construction de l'unité africaine. Ce ne sera pas simplement une déclaration au nom du serment
du président de la République, mais une véritable politique de promotion de l'intégration économique. Ici, que s'agit de l'OMVS, de l'OMVG, de la CEDEAO, de l'UEMOA, de l'Union africaine ou autre, il faut une véritable politique d'intégration. Enfin, notre diplomatie sera une diplomatie qui mettra en exergue la coopération et nord-sud et la coopération sud-sud. Je dois dire d'ailleurs, je n'ai aucune gêne que le président Wade a beaucoup travaillé en ce qui concerne la diplomatie sud-sud. Avec plusieurs pays, notamment l'Inde, le Brésil, etc. Mais c'est insuffisant parce qu'il y a plus de déclarations d'intention que de réalisations véritables. Et nous pensons qu'il faut combiner la coopération nord-sud avec nos partenaires européens, américains et autres, et la coopération sud-sud avec les pays émergents. Ibrahima Fall, avant de continuer, juste une petite curiosité, monsieur Ibrahima Fall. En préparant cette émission, quand vous décliniez vos 3 sur priorité, vous n'aviez pas parlé de la diplomatie. Petite curiosité pour un ancien ministre des Affaires étrangères que vous êtes et ancien secrétaire général adjoint de l'ONU. Pourquoi cette option, les 3 sur priorité dont vous nous avez fait part? Parce que c'est vous qui avez déterminé ces 3 priorités. Je n'ai fait que répondre à vos questions. Vous ne m'avez pas demandé quelles sont mes 3 priorités. Votre entourage a quand même déterminé ces 3 mon entourage, c'est pas moi. Alors, c'est vous qui m'avez posé la question. Mais monsieur le ministre, mais la deuxième partie, c'est vous et moi en plus que Antoine, qui est très intelligent, en bon sérère. Il me prend mon temps de parole. Alors, tout juste, monsieur le ministre, je voudrais là, sur la question que nous venons d'évoquer avec Antoine, techniquement, vous avez évoqué des questions de politique étrangère, mais l'instrument qui permet d'opérationnaliser la politique extérieure, qui est la diplomatie elle-même, c'est ma question portée sur ce point-là, c'est-à-dire sur les structures d'animation. Est-ce que vous avez pensé que notre diplomatie a été bien animée avec les bons hommes, avec les bonnes décisions, avec les bonnes structures, c'est-à-dire l'appareil qui permet d'opérationnaliser la politique étrangère? En tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères, quelle appréciation faites-vous de ce qui a été fait depuis 2000? Lorsque je suis arrivé au ministère des Affaires étrangères en 1984, ma première tâche a été d'examiner d'abord les structures du ministère des Affaires étrangères. C'est à la suite de cet examen que j'ai proposé et obtenu une restructuration du ministère des Affaires étrangères qui n'avait pas été faite depuis Doudou Thiam. C'est cette même structure, à quelque chose près, qui est encore aujourd'hui en vigueur. Et si je suis élu président de la République, j'entends réexaminer, reformuler, restructurer notre appareil diplomatique. Dans ces 3 dimensions d'abord, les structures qui existent, est-ce qu'elles sont adéquates? Les personnes qui les animent, est-ce qu'elles sont bien formées? Est-ce qu'elles sont compétentes? Est-ce qu'elles sont les plus indiquées? Troisièmement, les politiques qu'on leur demande d'appliquer sont-elles élaborées conformément aux intérêts nationaux ou conformément aux aspirations ou aux prétentions individuelles d'un président de la République? C'est sur la base de ces 3 critères que tout se fera. Et j'ajoute d'ailleurs que, de ce point de vue, franchement, le Sénégal était un petit pays économique, hein, mais un grand pays diplomatiquement. Qu'est-ce qui fait toujours le cas? Ce n'est plus le cas, c'est l'évidence même. Je n'ai pas... Qu'est-ce qui ne marche pas? Ce qui ne marche pas, comme je l'ai dit, d'abord une diplomatie isolée, qui tourne autour d'une seule personne, qui en fonction des humeurs du moment va à droite, clignote à gauche ou recule, c'est pas une diplomatie. Je suis navré et je ne porte aucun jugement sur la personne, mais sur l'institution qu'est la présidence. La façon de faire. Deuxièmement, cette diplomatie ne marche pas parce que tout simplement, quand
on a un objectif en diplomatie, il faut savoir vendre cet objectif-là aux partenaires. Il faut savoir les associer dans l'exécution des mesures pour atteindre ces objectifs-là, ce qui ne se fait pas. Regardez combien de postes diplomatiques nous avons perdus. Mais on en a beaucoup ouvert également. Non, je veux parler de nos représentants du Sénégal au niveau des instances internationales. D'ailleurs, dans le même ordre d'idée aussi, on en a perdu parce qu'on a demandé à des Sénégalais qui étaient bien placés dans les institutions internationales de venir ici comme ministres, et puis au bout de plusieurs mois, ils ont été congédiés. Je ne cite pas d'exemple, on sait ce que c'est. Donc, il y a là un problème très sérieux. Il faut que nous mettions tout à plat en ce qui concerne l'instrument diplomatique pour répondre à gros chantier donc. Oui, mais juste une question à l'intersection de la diplomatie et de la Casamance. Mais seriez-vous pour un droit de poursuite en Gambie des rebelles qui attaqueraient l'armée nationale, par exemple? J'ai été pendant 5 ans sous-secrétaire général et représentant spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs. J'ai eu à réunir 11 pays, dont certains étaient pratiquement à les réunir autour de tables de négociation pour articuler une sorte de programme général touchant à la paix, à la sécurité, au développement et à la consolidation. Et dans ce programme, nous avons longuement discuté des problèmes liés justement au local. Par exemple, entre l'Ouganda, la RDC, la République centrale. Et nous avons pu trouver la solution d'un accord explicite. En termes de, il a été clairement dit que des rebelles produisent du moins actes pour déstabiliser un pays et qui sont poursuivis jusqu'à la frontière, le pays dans lequel ils veulent se réfugier accepte par avance l'exercice du droit de poursuite. L'exercice du droit de poursuite de la part du pays d'où ils sont venus. Tout à fait. Je pense que si j'ai pu réussir à obtenir cela entre le Rwanda, la RDC, l'Ouganda et la République centrafricaine, et vous savez quel était l'état de leurs relations, je serai en mesure de le faire avec la Gambie et la Guinée-Bissau. Oui, allez-y. Alors, sur ce point-là, je voudrais revenir sur un autre point qui me préoccupe beaucoup, monsieur le ministre. C'est la question des hommes des institutions. Le président Obama disait que nous avions besoin en Afrique d'institutions fortes, ce qui est vrai, mais ce qui n'est pas, mais tout à fait tout ce dont on a besoin. Mais tout simplement, dans son expression, je pense exactement, il disait en gros, nous n'avons pas besoin d'hommes forts, on a besoin d'institutions fortes. Mais la dimension des hommes quand même est occultée. Et aujourd'hui, cette question me paraît essentielle. De par ma petite expérience, j'ai compris qu'on pouvait faire avec les meilleures institutions n'importe quoi quand on n'avait pas des hommes de valeur, des hommes de principe et des hommes vertueux. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de cette question d'hommes? Si demain vous êtes amené à diriger le Sénégal, est-ce que vous lui donnerez une importance capitale ou bien vous allez plutôt travailler sur les institutions, laissant les mêmes hommes, les mêmes types d'hommes? Est-ce que vous avez un projet d'Homo Sénégalensis nouveau? Ma réponse se décompose en 2 temps. D'abord pour dire qu'il faut à la fois des institutions fortes, mais animées par des hommes et des femmes qui soient forts, hommes et femmes. L'un sans l'autre, ça ne marche pas au Sénégal. Bon, il est possible dans certains pays développés que l'on insiste davantage sur les institutions.
nous avons bien vu, puisque vous m'avez parlé du président Obama, que les États-Unis ont pu, à un moment de leur histoire, avoir comme président élu un ancien acteur qui ne connaissait pas grand-chose à la politique. Mais parce qu'il a pu s'entourer d'institutions fortes, mais également d'une administration compétente, il a pu faire les mandats qu'on lui connaît, avec un très grand succès. Mais il aurait moins de chances qu'un musicien au Sénégal, c'est ce que vous voulez dire. Mais ce que je voulais dire, non, ce que je veux dire, c'est que le président Reagan, s'il a réussi, c'est parce que il y avait à la fois des institutions fortes, mais également une administration véritable, animée par des hommes compétents. Une administration compétente tout court. Donc c'est pourquoi je dis que, deuxième partie de ma réponse, si je suis élu, je fais appel à tous les patriotes compétents, mais qui ont les mains propres. 2, ce ne sera pas le règne de la médiocrité, avec des CV gonflés et des gens qui prétendent avoir des diplômes qu'ils n'ont pas, qui ont simplement assisté à des cours semestriels quelque part. Il faut qu'on soit très clair. 3, ce sera avec beaucoup de rigueur qu'on choisira les hommes. Et chacun sera à la place qui lui revient. Enfin, il faudra que ces hommes soient vertueux, qu'ils fassent preuve de probité. En particulier, on ne peut pas comprendre que des personnes aujourd'hui pauvres il y a à peine 10 ans roulent à milliards. On ne peut pas comprendre que quelqu'un qui ne travaille pas depuis 5 ans prétende avoir je ne sais combien de dizaines de milliards et qui ne rende pas compte. Il faut mettre un terme à cette situation. C'est pourquoi nous proposons un audit généralisé de toute la gestion, que ce soit sur le plan de l'énergie, que ce soit sur le plan de l'économie, que ce soit sur le plan de l'agriculture, sur le plan des licences de pêche, sur le plan des contributions financières de nos partenaires. Il faudra faire un audit et savoir qui est qui a fait quoi et qui s'est enrichi de façon illégale. Et qu'est-ce que vous ferez de ces gens qui sont enrichis de façon illégale, qui ne travaillaient pas depuis 5 ans, mais qui sont devenus milliardaires? Alors, à ce moment-là, nous soumettrons la question à la justice et la justice fera son cours. Et de ce point de vue, c'est une autre dimension du plan Tahaotem, du programme Tahaotem. Nous mettrons en place un régime parlementaire avec 3 pouvoirs véritablement séparés et indépendants. Indépendants surtout le pouvoir judiciaire. Nous envisageons de couper le cordon ombilical entre la magistrature et le pouvoir exécutif. Que le président ne soit plus président du Conseil supérieur de la magistrature. Que le procureur ne dépende plus du ministre. Que les promotions ne se fassent plus à la volonté du pouvoir exécutif, mais sur la base du mérite et sur la base d'un corps constitué par les magistrats. Mais que les magistrats aussi soient honnêtes et qu'ils rendent compte. Absolument. Et dans ce cadre-là, en plus d'engager la responsabilité pénale des magistrats, éventuellement en cas de faute, est-ce que vous êtes aussi prêt à réviser la composition du Conseil constitutionnel pour l'ouvrir un peu plus? Je pense à l'ouvrir à des gens du barreau, je pense à l'ouvrir à la communauté universitaire pour avoir une composition plus indépendante, plus ouverte sur la société, parce que je suppose que les questions que le Conseil constitutionnel devrait être amené à débattre peuvent toucher même des principes qui sont énoncés dans le préambule de la Constitution et qui ne sont pas nécessairement des problèmes strictement juridiques. Écoutez, je vous réponds très sincèrement en vous disant que, nous envisageons de supprimer le Conseil constitutionnel
et de le remplacer par une cour constitutionnelle, c'est-à-dire une véritable juridiction constitutionnelle. Comme ça se fait dans pas mal de pays africains. C'est ça. 2, nous envisageons de faire en sorte que le recrutement ne soit plus une compétence exclusive du président de la République qui nomme tous les membres du Conseil constitutionnel dans l'état actuel. Nous considérons que c'est une immixtion du pouvoir exécutif dans le judiciaire, c'est inadmissible. 3, s'agissant du profil des membres de la Cour constitutionnelle, eh bien, il faudra veiller à ce que les membres soient véritablement des spécialistes du droit constitutionnel. On ne peut pas demander à un médecin spécialisé dans l'orthopédie de traiter d'un problème de cancer. Il faut que les choses soient claires. En droit, chacun a sa spécialité. Mais cela dit, évidemment, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas ouvrir cela à des praticiens tels que des avocats qui ont la compétence requise pour pouvoir être membres du Conseil constitutionnel, tels que des fonctionnaires qui ont une expérience de l'administration, mais dans le domaine du droit. Mais il faut véritablement veiller à ce que... Et puis, il faut ajouter à ce que donc les membres soient des membres compétents et indépendants. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils sentent qu'ils ont comme un devoir de reconnaissance vis-à-vis du président de la République, qui les nomme, comme c'est le cas actuellement. Non. Une fois nommé, il faut qu'il soit absolument libre. Le devoir d'ingratitude vis-à-vis des personnes. Pas d'ingratitude, simplement le devoir de probité et de professionnalisme. Très bien. Mais monsieur le ministre, mais sur cette question de constitutionnalité, je pense qu'il va falloir peut-être que je précise un peu plus. Aujourd'hui, dans les préambules de la Constitution, il est affirmé plein de choses, notamment le respect des droits humains, les problèmes de discrimination. Et on peut envisager que dans 10 ans, par exemple, qu'il y ait des saisines du Conseil constitutionnel ou de la Cour constitutionnelle sur des questions de violation de ces principes-là, qui souvent quand même peuvent déborder un peu le domaine du droit et touchent à des questions, par exemple, mais de philosophie, mais politique. Mais je pense à des violations de droits de l'homme, à des problèmes de discrimination. Est-ce que vous pensez que cette évolution-là n'est pas quelque chose qui est possible, ou bien pensez-vous que cet élargissement de plus en plus vaste, mais du champ de compétences de la Cour constitutionnelle, mais ne va pas appeler à en fin de compte, se rendre compte que la Constitution est devenue une chose trop importante pour être laissée à des juristes qui sont purement et simplement des techniciens du droit? Alors, ma réponse sera mi-figue, mi-raisin. D'abord, mi-raisin. Pour dire que oui, vous avez raison, je pense qu'il est absolument nécessaire d'élargir le champ de compétences du Conseil constitutionnel. Surtout quand c'est une cour constitutionnelle. À cet égard, le programme Taxawu Tem précise que la Cour constitutionnelle sera accessible aux citoyens. C'est dans notre programme. Deuxièmement, qu'elle aura l'autosaisine, c'est-à-dire la capacité de se saisir elle-même des questions au lieu d'être otage d'une demande de l'exécutif ou de législatif. Et troisièmement, que cette Cour constitutionnelle devra être respectée par le pouvoir judiciaire et par le pouvoir législatif et par le pouvoir exécutif. Voilà le raison. Le MEFIG, la question que vous posez concernant les droits de l'homme, elle est pertinente. Mais la manière dont le programme Taxawu Tem y répond, c'est de veiller à ce qu'il y ait véritablement une double filière de juridiction. Dans l'état actuel de notre juridiction, le même tribunal traite des problèmes de droit privé et des problèmes de droit public. Or, nos magistrats sont formés essentiellement sur le droit privé.
Il faudra donc, comme la réforme de 1996 l'avait envisagé, ou même un peu plus tôt, revenir à avoir à la fois des tribunaux de droit privé et des tribunaux de droit public, et créer chez les citoyens une éducation citoyenne pour qu'ils aient conscience de leurs droits, qu'ils puissent, à chaque fois que ces droits sont violés, venir s'adresser à un tribunal composé de magistrats de droit public compétents en matière de droits de l'homme pour trancher. C'est de cette manière-là qu'on pourra faire véritablement du Sénégal un état de droit. Les compétences sont bien définies, bien claires. Et Ibrahim Sall, voilà, et ça va être ma dernière question, mais ça va être ma dernière. Mais le dernier point. Le point, il est le suivant. Monsieur le ministre, nous avons vu l'ampleur de la tâche. Redressement sur le plan des valeurs de l'éducation, redressement de la politique de la famille, redressement de l'agriculture, redressement des institutions. Donc la tâche est immense, en plus des audits. Et rien que les audits, ça va vous prendre 6 mois à 1 an au moins. Si vous êtes élu président de la République, est-ce que vous n'avez pas déjà peur que l'émiettement des forces politiques dans notre pays est tel qu'au second tour, vous seriez amené à faire des coalitions qui vont vous empêcher d'agir? Je m'explique. Si des premiers ministres issus des flancs du régime, par exemple, vous apportent 10%, 5%, 15%, et que vous soyez obligé d'être au deuxième tour, est-ce que vous aurez les mains libres pour procéder aux audits auxquels vous voulez procéder, ou bien engager les actions que vous voulez engager, sans compter le front social, parce que vous voulez mettre de l'ordre, vous allez revenir sur des échelles de salaire, vous aurez les syndicats dans la rue, et tout ça fait que ce sera une tâche extrêmement difficile. Est-ce que vous avez évalué l'ampleur et la difficulté et la gravité des tâches qui vous attendent si vous êtes élu président? Oui, c'est en pleine conscience de l'ampleur de ces défis que je me suis engagé. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je ne demande qu'un mandat. Parce que je ne veux pas être l'otage d'un deuxième mandat. Quand vous voulez être réélu, vous êtes obligé de jouer pendant votre premier mandat. Vous voulez mettre de l'ordre? Je mets de l'ordre, je m'en vais. Un point, un trait. Maintenant, en ce qui concerne l'ampleur, vous avez bien résumé. Le programme Taxawu Thème s'articule autour de 4 R. Rassembler les patriotes, réhabiliter les valeurs, restaurer l'état de droit, relancer l'économie. C'est énorme. Mais c'est pourquoi nous disons, rassembler les patriotes, c'est précisément rassembler tous les patriotes qui sont compétents pourvu qu'ils aient les mains propres. Et à cet égard, quel que soit le sens dans lequel quelqu'un aura voté ou n'aura pas voté, s'il est compétent, je ferai appel à lui, je ferai appel à la personne, homme ou femme. Et je puis vous assurer qu'il y a suffisamment aujourd'hui de volonté dans la population pour appuyer un tel programme. Je ne chercherai pas à plaire. Je chercherai à redresser, je chercherai à remettre le pays au travail, je chercherai à replacer ce pays dans la trajectoire d'un développement à long terme qui puisse nous permettre de redonner au Sénégal son lustre. Très bien. C'est clair. Merci. C'est clair, merci. Monsieur Ibrahim Fall, candidat à l'élection présidentielle de 2012, leader de la coalition Taxawu Thème. Merci d'avoir accepté d'être le 4e invité de Grand Oral, présenté par Antoine Diouf. À ma droite, El Hadj Ibrahim Sall, à la technique Alioune Diassé. Merci. Je voulais juste vous remercier, mais comme je n'ai pas eu l'occasion de remercier Monsieur le ministre El Hadj Ibrahim Sall, je voudrais le remercier en fin d'émission. Il a posé des questions pertinentes et je me réjouis de sa participation à votre émission. Je vous remercie aussi, M. Diouf. Merci, ça a été un honneur. Merci aux auditeurs de la radio Futur Média. Rendez-vous samedi prochain à la même heure, même fréquence, dans moins de 30 minutes, le journal de 12 heures. Africain.
Africain, Africain.